parler des choses d'actualité qui est moins polémique, c'est le règlement européen sur la protection des données personnelles qui s'appelle le RGPD, qui est entré en vigueur le 26 mai 2018, qui a mis beaucoup de temps, ça fait des années que c'est travaillé au niveau de l'Europe, et la personne qui était en charge, il y a eu beaucoup de pression des européens, internationaux, qui ne voulaient pas que ça soit appliqué, et le but, c'est de protéger les données personnelles des patients. Ça renforce les principes de la CNIL qui étaient en vigueur depuis 1978 et qui n'étaient pas vraiment appliqués. Ça accroît surtout le droit des citoyens et des patients. Il va y avoir de nouveaux outils et de nouvelles personnes ressources que je vais vous expliquer dans la suite. Alors, le contexte global, donc une donnée à caractère personnel, c'est une identification d'une personne physique directement ou indirectement, un pseudonyme. Et pour ce qui nous concerne, les données concernant la santé sont des données particulièrement sensibles. Donc il y a l'article. Alors qu'est-ce que c'est une donnée sensible, une donnée de santé, une donnée sensible? C'est-à-dire que toute identification par un numéro, un mail, un SMS, une date de naissance qui est en rapport avec la santé physique ou mentale d'une personne physique et les prestations de services de soins, c'est une donnée de santé. Vous prenez un rendez-vous en ligne, c'est une donnée de santé. Il y a le nom, le prénom et la personne et le jour avec qui vous allez. Donc ça nous concerne en première ligne. Il faut savoir que les données de santé sont plus particulièrement considérées comme des données sensibles. Alors, donc la personne qui est concernée, c'est le patient. Nous, au milieu, le médecin détermine seul ou concrètement les finalités et les moyens du traitement. Et ce qui est vraiment important à retenir sont les sous-traitants pour nous. C'est là qu'on va intervenir. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est nos logiciels médicaux, nos agendas en ligne, de prise de rendez-vous ou sur les plateformes téléphoniques, le stockage des bases de données et tout ce qui est télétransmission. Dès qu'il y a une donnée qui va sortir de notre cabinet médical, on est tenu de respecter le RGPD. Les personnes qui travaillent sur des dossiers papier, qui ne télétransmettent pas, qui n'ont pas d'ordinateur, n'auront pas ce souci. Tout du moins, ça sera beaucoup plus limité. Donc, alors, normalement, on n'a pas le droit de collecter de données de santé, des données de personnes de santé, sauf dans certains cas de situation où il faut un, le consentement du patient, et deux, qu'il y ait un but de santé publique. Ce qui fait que quand vous avez des logiciels de prise de rendez-vous qui vous disent on peut, quand ils vous font signer, on peut collecter des données, normalement c'est interdit, sauf s'il y a un consentement écrit. Donc ça c'était pour vous dire que le droit des personnes est renforcé avec le RGPD. On va passer. Alors, comment ça va se passer? Il y a deux choses. Il y a le cabinet libéral avec uniquement un médecin, et puis il y a les structures un peu plus grosses, les cliniques, les maisons de santé, les centres de santé. Pour ceux qui ont des structures qui sont un peu plus complexes, il faudra un registre des activités de traitement. Donc tenir un registre. Et ça sera pour les structures plus complexes. Pour ce qui est du cabinet libéral, où il y a 1, 2 ou 3 médecins, il va falloir essentiellement se baser sur les contrats responsables à l'égard des sous-traitants, donc tous les éditeurs de logiciels et autres, et le personnel qui est embauché, c'est-à-dire la secrétaire, la femme de ménage et autres, il faudra leur faire signer des clauses de confidentialité. Et s'assurer de deux choses, que tout ce qui est sauvegardé en dehors de notre cabinet est fait sur un hébergeur de données de santé agréé. Alors, sur le registre des activités de traitement, le registre, c'est un recensement. Ça, c'est pour les structures qui sont plus lourdes, donc c'est pas le cabinet libéral. Et normalement, ça doit se faire avec un délégué, un officier, ce qui s'appelle un DPO, un officier des données data personnelles. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est très complexe, c'est pas encore clair, et même la CNIL qui a encore émis des recommandations au 1er juin n'est pas très claire. Pour ce qui est du médecin dans son cabinet, il doit absolument s'assurer du contrat qu'il a avec ses logiciels, les éditeurs de logiciels, les prises de rendez-vous en ligne. Et il y a deux solutions, ou bien il a une solution locale avec une sauvegarde à distance, ou bien il a une solution cloud. Je crois que sur l'autre diapositive, on voit. Donc, si le médecin ne travaille pas sur le cloud, il a une solution locale, il a un logiciel et il a une sauvegarde à distance,
il est indispensable qu'il demande à son éditeur ou ses éditeurs de vérifier qu'ils sont bien agréés HDS. Et la deuxième chose, de renvoyer les contrats qui ont été faits il y a quelques années, c'est la seule chose qu'on a besoin, et de leur demander de vérifier que selon l'article, ils respectent l'article 28 du RGPD. Donc globalement, c'est la seule obligation qu'on ait réellement à faire, c'est de vérifier que tous les contrats qu'on a avec nos éditeurs et les sous-traitants respectent bien. Alors vous en avez certains qui vous les ont déjà envoyés, vous avez pu voir qu'il y a plein de mails qui arrivent, des banques, des assurances, des organismes. Et bien, il faut aussi vérifier que nos éditeurs et sous-traitants des cabinets médicaux le font. Et vous verrez, ils ne le font pas. Par exemple, les plateformes de prise de rendez-vous, moi j'ai une plateforme de prise de rendez-vous par téléphone, et ben je les ai appelés 2 fois, je leur ai dit vous m'envoyez, ils ne l'ont toujours pas envoyé. Après les gros logiciels de santé, ils le font un peu automatiquement et ils se sont même mis HDS presque d'emblée. Comment ça se traduit votre acronyme HDS? Ça veut dire quoi? RGPD? Non, pas RGPD, HDS. Hébergeur de données de santé. Hébergeur de données de santé. Vous allez voir que c'est très facile, j'ai mis quelques diapositives d'exemple, on le voit très bien comment ça se situe. Alors pour le personnel salarié, donc il faut signer un contrat, et je vous montrerai, il y a un exemple qui a été donné, il y en a d'autres sur lesquels on est la secrétaire, la femme de ménage, toute personne qui peut avoir accès à notre local où sont stockées, où sont les données des patients, doivent respecter cette confidentialité. Ce qui est important, en fait, c'est que le CNIL ne va pas nous embêter parce qu'ils ont largement à faire avec des grosses boîtes où ils vont leur prendre 6% de leur chiffre d'affaires s'ils ne respectent pas le RGPD, mais ils ne vont pas nous embêter, en tout cas pas tout de suite. La seule chose qu'il faudra qu'on prouve, c'est qu'on a fait les démarches. Et après, ça s'arrête là. Alors, il y a une chose qui est importante dans cette nouvelle réglementation, c'est que si on se rend compte qu'il y a une violation, que notre local a été ouvert ou quoi que ce soit, il faut le notifier dans les 72 heures à la CNIL, à peu près. Ce qu'on n'était pas obligé de faire avant. Mais on est cambriolé, le logiciel a disparu, on a un doute, il faut le notifier. C'est une des obligations qui est un peu nouvelle par rapport à ce qui était la réglementation du CNIL. Alors globalement, donc ça c'est un petit peu résumé, sur le lieu d'exercice, il faudra mettre une espèce d'affichage pour dire qu'on est bien en règle avec le RGPD et tout ce qu'on fait. Donc il y a des modèles qui sont déjà préétablis. Il faudra faire attention, mais ça ce qu'on fait déjà, c'est que normalement le local, il y a les données des patients sont fermées à clé. Et qu'on ne ramène pas en dehors du local professionnel les dossiers comme on a tendance à le faire chez soi, et à traîner des données des patients sur les clés USB, envoyer des SMS qui permettent d'identifier les patients, les mails aussi. Normalement, on est censé utiliser, depuis le 26 mai, on peut très bien être attaqué par un patient qui nous dit mais attendez, vous ne respectez pas le RGPD. Donc normalement, quand les patients nous contactent par mail ou par SMS, en tout cas, je leur dis actuellement, je suis désolée, mais je ne peux pas vous répondre comme ça, on peut s'appeler, vous pouvez m'écrire, parce que ça ne respecte pas la réglementation. Donc ils ne sont pas contents, mais ce n'est pas grave. Il faut apprendre à travailler différemment, je pense. Donc, on n'a pas de moyen de rendre ça conforme à la communication avec les patients. Alors entre nous, on a la messagerie Apicry ou la messagerie entre professionnels. Après, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que si le patient te dit « Ok, j'accepte », il l'écrit dans un petit point, tu lui mets un mot, tu lui dis bah, « Écoutez, normalement on n'a pas, si vous voulez qu'on communique comme ça, on veut bien, mais vos données personnelles, je ne peux pas garantir qu'elles soient pas piratées. » Nous, à la clinique, on a maintenant l'habitude de rappeler les gens de l'ambulatoire pour leur notifier l'heure d'entrée la veille, pour qu'ils n'aient pas besoin d'attendre 2 heures dans un lit. Par SMS. Par SMS. Normalement, on ne peut plus le faire, mais on peut toujours s'arranger et dire, quand on voit les patients à la première fois, nous vous communiquerons par SMS, est-ce que vous êtes d'accord? En fait, tous les protocoles de sortie d'hospice, il y a plein de choses par SMS aussi. Donc, direct au patient, ça va être... Par rapport à la réglementation RGPD, on ne peut plus, sauf si on se libère de cette obligation lorsque le patient nous donne son accord. Et le DMP aussi, c'est pareil. Le DMP, complètement. Est-ce que ça concerne uniquement les données informatiques ou aussi les dossiers papier? Alors, le dossier papier, s'il ne sort pas du cabinet, on n'a pas besoin de
ne faut pas qu'ils sortent du cabinet. Non, ça ne concerne pas que ces papiers. C'est pour les données qui sont justement sauvegardées en dehors du cabinet. Et pour Parce la qu'en fait, tarification des actes, par exemple. la codification des actes. La tarification des actes, par exemple. Tout ce qui peut être exporté. Tout. Par exemple, Eh ben, c'est ce que j'ai mis, la télétransmission. ce qu'on communique à la sécurité sociale, aux assureurs privés pour le remboursement des soins. Normalement, la caisse d'assurance maladie, je les ai interpellés là-dessus. Dernièrement, je leur ai dit que vous pourriez quand même communiquer pour nous assurer que vos données sont bien sécurisées. D'autant plus que la CNIL, au mois de février, les a mis en demeure. Pour une région, je ne suis plus, de Centre-Loire, où les données SNIRAM n'étaient pas suffisamment sécurisées. Et ils vont j'espère qu'ils vont le faire, je dis vous êtes les seuls à ne pas l'avoir fait. Pourtant, comme vous comprenez, comment ça, vous comprenez? Non, mais c'est ça, vous comprenez. Mais ils vont être sanctionnés ou pas? Non, alors a priori, ils ont nié le problème, et puis après ils ont dit oui, mais c'était réglé, c'était juste un petit problème. À mon avis, c'était plus sérieux que ce qu'ils me disaient. Donc ils n'ont aucune raison de ne pas être comme les autres. Donc je leur ai dit, mais tout le monde envoie des baléos, vous êtes les seuls qui ne disent pas, qui ne dites pas aux médecins et aux patients que les données sont sécurisées et où. Et est-ce qu'on doit demander l'autorisation du patient de communiquer la tarification des actes? C'est quand même un problème, ça. Alors, sur la télétransmission, normalement, c'est ce que je viens de dire, ils nous garantissent, mais il faut leur demander à la caisse d'assurance maladie que ce n'est pas divulgué. Alors, quand on veut utiliser des données des patients, que ce soit des données personnelles, de clarification, d'antécédents, quoi que ce soit, il faut l'autorisation écrite du patient. C'est le diagnostic qui est communiqué quand on communique avec la caisse en clinique. Oui. Par exemple, il y a la CIM10, la codification précise du diagnostic. Oui, Il y a tous les traitements, il y a pour les complémentaires, certains complémentaires chez nous dans la région, ils réclament même les prescriptions de labo, les prescriptions d'actes de kinésithérapie pendant l'hospitalisation des patients. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont droit. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a interpellé la caisse d'assurance maladie. Ils disent qu'ils sont aux normes, bien sûr, mais on leur a demandé qu'il y ait un papier, comme pour les autres. Pardon? Oui. Surtout, actuellement, il n'y a aucun texte qui touche la caisse en matière de RGPD. C'est le seul organisme qui est exclu du système. Pour l'instant. Ce que je voulais vous dire là-dessus, ce sujet qui est très important et dont personne ne parle. Vous avez une assurance en responsabilité civile professionnelle qui vous couvre pour votre exercice. Vous assurez votre maison, vous assurez votre voiture, vous assurez tout. Vous devez demain assurer vos données. Et il y a très peu de compagnies aujourd'hui qui ont ouvert une ligne d'assurance sur la problématique de la RGPD. Il se trouve que l'UFML a une qualité, au moins une, c'est qu'elle est proactive. Donc nous, on travaille avec une compagnie d'assurance qui est Medirisc. Pourquoi on travaille avec Medirisc? Parce qu'elle est dirigée par un médecin en exercice, un urologue, qui s'appelle Didier Leger, qui est le président du syndicat des médecins de l'Isère, qui est par ailleurs le vice-président du blog et qui est membre de l'UFML. Il est multicarte, il est brillant, et il a une compagnie d'assurance. Et il vient de lancer un produit qui vous permettra de vous assurer en matière de RGPD et de faire que face à un système qui est extrêmement complexe et dont les pénalités sont extrêmement hautes, puisqu'on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers d'euros et d'années d'emprisonnement. C'est 10% du chiffre d'affaires. Voilà. Vous allez, pour une somme modique, être couvert par une assurance, et si vous êtes adhérent de l'UFML, bien évidemment, cette cotisation sera inférieure. Donc ce produit va être lancé dans très peu de temps, et on vous tiendra au courant. Mais de grâce, assurez-vous pour cette nouvelle activité de ce soir. Donc justement, ça devait arriver sur la fin, justement, l'assurance. Mon assurance privative, dont je ne donnerai pas le nom, m'a envoyé au début d'année un contrat complémentaire qui s'appelle Web Sécurité, pour justement me protéger en cas de violation. C'est essentiellement si jamais j'étais cambriolé, qu'il y avait une violation des données. Mais ça, c'est très important. Ça veut dire que ça va... Oui.
moi je suis maître de stage et est-ce qu'il faut faire signer à chaque interne une règle de confidentialité Ah oui, complètement. à chaque interne. Ah ben, à chaque interne, à Et chaque il faut savoir interne. qu'ils tiennent un journal de bord en plus sur les consultations qu'ils font, donc que la fac les oblige pour valider leur Mais ils le font de façon anonymisée. anonymisé. Eh ben, il faut qu'ils l'anonymisent. Ils n'ont pas besoin d'avoir les noms et les prénoms et les dates de naissance. Pas les dates de naissance. Rachida, normalement, ça doit être à chaque patient aussi. Alors non, alors ça, le registre, ça va pas être dans les cabinets particuliers, c'est au niveau des cliniques, des maisons de santé, des centres de santé, ils vont demander qu'il y ait des registres qui sont tenus, et là, c'est là que va intervenir le DPO, l'officier de data personnel, donc il sera ou un avocat ou un consultant, parce que c'est infaisable, c'est impossible. Moi, je vous ai même pas mis les diapos là-dessus, c'est illisible, c'est incompréhensible, c'est infaisable. Pour ce qui est vraiment à notre niveau, c'est de faire signer les contrats aux sous-traitants, le personnel signé, mettre une information, et là on est en règle. Est-ce que vous pensez pas que ça va évoluer? Comme pour les handicapés, on nous a mis des cartons considérables et après ça diminue. En tous les cas, pour ce qui est de la... Moi j'ai eu quelques petits contacts avec la CNIL et autres, on n'est pas pour l'instant leur préoccupation. Ils sont en train de s'occuper, j'ai une slide et autres, de gens qui sont... Vous voyez, Orange qui a du mal à se mettre aux normes, des sociétés où les 2 à 4% du chiffre d'affaires, ça va être autre chose que les 2 à 4% du chiffre d'affaires de nos cabinets. À ce propos, attention aux arnaques. Oui, j'allais en parler. Il y a actuellement, comme il y a eu à un moment, quand c'était à la tête de gondole, des préoccupations, beaucoup d'arnaques sur les mises aux normes des cabinets. Là, actuellement, il y a tout un tas de fausses sociétés qui téléphonent aux médecins en leur disant on va s'occuper de vous pour le RGPD, c'est dans la passe. Non, vous devez payer 1800 € tout de suite. Vous demandez de payer tout de suite et après ils vous font l'étude pour la mise en place. C'est une escroquerie. Alors pour la réponse de la complexification, oui. Actuellement, les établissements, pour les établissements publics et privés, c'est dantesque. C'est extrêmement complexe. Vous devez prendre des boîtes d'informatique, vous devez vous assurer vous devez discuter avec des juristes, etc. C'est extrêmement complexe. Pour les cabinets libéraux, elle vous l'a dit, c'est extrêmement facile. Pour autant, je ne connais pas d'exemple où on n'est pas appliqué aux cabinets libéraux avec 10 ans ou 15 ans de retard ce qu'on applique aux établissements. Donc cette chose-là ira en se complexifiant. Le RGPD, c'est un iceberg. On n'en voit que la partie émergée, on ne voit pas ce qu'il y a dessous, et nous, on est dans le Titanic. Et on est en train de jouer une belle musique, et on s'en approche, et aucun politique ne nous dit combien ça va coûter. On a mis en place un système qui a été lancé pour tout le monde au mois de mai. On a fait embrassons-nous Folleville, c'est merveilleux, on va se protéger contre les GAFA, etc., etc. Et on vous a mis dans un système qui va aller en se complexifiant et dont personne n'a chiffré le coût. Or, je vous rappelle que vos tarifs sont fixés et que vous ne pouvez pas faire plus d'activité. Donc forcément, cette chose-là va vous impacter et va représenter une fois de plus une hausse de charge. Forcément. Pour ce qui est d'aujourd'hui, où effectivement, encore une fois, pour les cabinets, c'est relativement simple et ça ne coûte pas grand-chose, la seule chose que vous avez à faire assez rapidement, je vous le redis, c'est vous assurer. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses assez simples. Donc les équipements informatiques, c'est d'avoir un mot de passe assez rigoureux, pas juste la date de naissance, des choses comme ça. Une activité une désactivation de l'ordinateur au bout de 30 minutes, ce sont des petites choses. Un pare-feu, un antivirus. La carte professionnelle de santé pour ceux qui ont des remplaçants, il ne faut pas la transmettre. C'est-à-dire que les internes que vous avez, je ne sais pas comment ils doivent travailler, mais il ne faut pas qu'ils utilisent leur carte professionnelle de santé. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour les maîtres de stage. Absolument, avec les codes normalement à chaque interne, je sais pas jusqu'où il faut aller, mais il faut mettre en tous les cas ce qu'il faut, c'est quelque part écrire toutes les procédures qu'on a mis en place pour protéger les données des patients. Après c'est plus ou moins appliqué, mais il faut que ça soit écrit quelque part dans votre cabinet et afficher une note pour prévenir les patients que vous appliquez les normes RGPD. Alors, les hébergements de données de santé, donc ça c'est très important, c'est accrédité par le COFRAG, et donc du coup en général, ce que vous voyez, moi sur mon logiciel, ce qui est appliqué, il y a marqué HDS.
Et donc on est en conformité. Après, s'il y a des violations à leur niveau, c'est leur problème. Nous, on a par exemple choisi, du moment qu'on a choisi un logiciel ou une plateforme qui est HDS, on est en règle, donc il n'y a pas de souci. On a la liste des logiciels HDS. Pardon? On a la liste des éditeurs HDS ou pas? Qui organise les éditeurs? Non, on a la liste des éditeurs HDS. Oui, alors je vais vous donner des exemples, mais en fait il faut leur demander directement, et je vais vous donner des exemples de contrats qu'il faut demander, des courriers qu'il faut demander. Il y a deux choses en fait. Il y a un, le HDS, demander s'ils sont hébergeurs de données de santé, s'ils sont certifiés, hein, il y a des normes, et deuxièmement, s'ils appliquent la réglementation RGPD de l'article 28. C'est les deux choses qu'il faut leur demander. Diapo. Ça, c'est les dispositifs de contrôle-sanction. Donc, c'est là que je voulais parler de toutes les arnaques qu'il y a actuellement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, notamment pour les cabinets libéraux, il y a une ou deux structures. Pour les établissements privés de santé, c'est un peu différent parce qu'ils vont avoir besoin de l'intervention de ce qu'on appelle un DPO, un officier des données. Parce que pourquoi? Avant d'être condamné ou quoi que ce soit, il y aura de toute façon un avertissement, une mise en demeure, donc il y a toute une procédure. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, et puis comme je vous dis, ils ont vraiment d'autres chats à fouetter avant d'en arriver à nous, mais ceci dit, il faut quand même se mettre en règle pour ne pas avoir, comme dit Jérôme, dans 10 ans, le problème en disant mais vous ne l'avez pas fait. Alors ça c'était le rappel de durée de conservation des données, c'est peut-être moins important. Alors moi j'avais une notion, mais qu'on doit revérifier, parce que moi j'ai une notion là c'était 10 ans, mais la CNIL dit que c'est 20 ans pour les dossiers médicaux. Alors c'est 10 ans pour le cabinet. Voilà, alors c'est 10 ans dans les cabinets médicaux pour le DMP, mais quand tu vas sur le site de la CNIL, et je les ai aussi essayé de contacter et autres, ils disent 20 ans. Mais 20 ans normalement c'est pour les établissements privés de santé. Donc globalement, c'est 10 ans pour le DMP dans un cabinet libéral et 20 ans pour un établissement de santé. Pour la télétransmission des feuilles de soins, c'est 90 jours et la conservation des décomptes de sécurité sociale, c'est pendant 3 ans. Voilà. Alors justement, ça c'était pour vous rassurer un petit peu en vous disant que c'est depuis le 26 mai on peut être mis en accusation. Mais là, dernièrement, ils ont eu pas mal de choses à faire. Et les sanctions qu'ils ont eues, c'est par exemple tout ce qui est les données personnelles, c'est toutes les cartes que vous utilisez pour faire vos courses. Là-dedans, il y a plein de données. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les données qu'ils ont sur vous. Quand vous achetez, ce que vous achetez, ce que vous consommez. Et ils se sont rendus compte, par exemple, pour, il me semble, c'est Carrefour. Ils coupaient les données des cartes avec le fait de donner des prêts via leur carte Carrefour. Et donc ça, c'est illégal, parce qu'ils recoupaient les données. Et ils ont été condamnés, sauf qu'ils recommencent. Je ne sais pas s'ils vont recommencer après le 26 mai, parce que là, ça devient un niveau beaucoup plus élevé. La SNIRAM, c'est ce que je vous disais pour la caisse d'assurance maladie. Il y a une histoire du Cambridge Analytica, et puis depuis, ils sont partis parce qu'ils ne veulent pas être soumis à la réglementation européenne. Vous en avez tous entendu parler. Donc c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires. Et eux, ils ont du souci à se faire, hein, parce que 2 à 4% de chiffre d'affaires, c'est énorme. C'est plus les amendes, plus le risque d'emprisonnement. Diapo. Alors, je voulais vous donner justement un exemple. Il y a une étude qui a été faite avec l'URPS où je suis, sur 15, et Valérie aussi, 15 rendez-vous en ligne. On a essayé de voir, ça c'était déjà il y a 1 an. On s'était dit, il y a des rendez-vous en ligne, c'est quand même assez douteux, les contrats généraux d'utilisateurs, les contrats généraux d'abonnement, il n'y a rien dedans. En fait, c'était le médecin qui était responsable de tout, et s'il y avait une merde, de toute façon, il se débarrasse. Donc on a regardé de très près tous les contrats, et puis ensuite, après, on a regardé s'ils étaient habilités à héberger des données de santé. Donc il y a eu certains exemples, donc il y a eu 15 audits de fait, donc il y en a certains qui les ont, et là je suis encore allée vérifier cet après-midi avant de venir, en ligne, pour les autres, donc diapositive suivante, vous en avez encore certains qui n'ont même pas d'hébergeur de données de santé, là où j'ai mis le point d'interrogation. Ils ne se sont toujours pas mis dedans. C'est-à-dire que les suivants, ceux-là aussi, donc ce qui veut dire que des plateformes de rendez-vous en ligne ont pignon sur rond, n'hébergent même pas leurs données sur des ATS. Enfin, comment on peut imaginer? Je veux dire, nous, c'est très simple de leur demander. Ils le sont ou ils ne le sont pas. Comment on peut imaginer, avec le RGPD au 26 mai 2018, de continuer à travailler avec des plateformes de rendez-vous en ligne qui ne font pas le b.a.-ba de ce qui devrait être fait? Suivant, donc ça c'était justement l'étude qui avait été faite. Suivant.
Alors, après je suis allée sur le 1er juin, la CNIL a essayé de faire quelque chose pour les médecins parce qu'on n'y comprenait rien. Moi j'ai passé des mois et des mois à essayer de les contacter, etc. J'ai aussi bossé avec un juriste qui m'a donné quelques-unes de ses slides sur le RGPD. Et donc il y a eu des modèles d'affichage en salle d'attente. Finalement c'est assez simple, sauf que moi j'avais regardé, alors ça je crois que c'est une URPS qui l'a... non, alors ça c'est très bien, on peut laisser comme ça. On peut mettre un exemple. Alors vous le trouvez sur le site de l'URPS très facilement. Et ça, si vous mettez ça dans votre salle d'attente, sur un portoir, vous l'affichez, vous êtes déjà pratiquement dans la norme. Sous réserve que bien sûr vous êtes quand même, vous avez quand même vérifié que vos éditeurs et vos prises de rendez-vous en ligne sur web respectent l'HDS et l'RGPD, bien sûr, vous avez fait ça nécessaire. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut mettre dans la salle d'attente. Diapositive suivante. Ça, c'est pour un modèle d'engagement de confidentialité pour les salariés du cabinet. Donc vous pouvez, il est aussi sur le site de l'URPS. Il faut surtout le mettre sur le site de l'URPS. Ouais, mais je peux pas. Mais après, on va le récupérer. On met ça en ligne sur le site. Oui, bien sûr, il est sur le site de l'URPS. Non, mais sur le site de l'URPS. Mais bien sûr, on va le mettre. Pourriez-vous me fournir dans les 30 jours? Alors moi, je m'étais arrêté là. Et en fait, pour les coordonnées du DPO, le dépôt c'est l'officier, mais c'est sur nous, on n'en a pas besoin. Dans les cabinets libéraux de ville, avec un ou deux médecins, on n'en a pas besoin. C'est pour les établissements privés de santé, c'est les centres de santé. Et du coup, ça me paraît un peu exhaustif, un peu trop. Et du coup, je veux le revoir justement avec un jeu pour savoir jusqu'où on peut le simplifier. Donc effectivement, on le mettra sur le site du LML. Mais ça, vous pouvez déjà prendre la première ligne et l'envoyer par mail ou par... et là, vous aurez la réponse. Hein. Et en même temps, leur demander s'ils sont hébergeurs de données de santé. Mais ça, on va aller le voir directement. Enfin, moi, je sais que mon logiciel de santé, il me l'a affiché là, depuis janvier-février. Ils se sont précipités parce qu'ils bossent tellement avec la caisse d'assurance maladie qu'ils obéissent. Donc ça, c'est le RGPD dans l'application depuis le 26 mai 2018. Et je vais juste vous mettre des liens que vous pouvez prendre dans la diapositive suivante. Alors, depuis le 1er juin, la CNIL a mis un lien qui n'est pas mal du tout. C'est RGPD professionnels de santé libéraux, ce que vous devez savoir. Et donc, il y a 5 ou 6 clics. Et ça vous donne les grandes lignes. Ça veut dire que vous n'avez pas à lire 10 pages. En un quart d'heure, ça vous rafraîchit la mémoire. Le deuxième est beaucoup plus complexe. Et pour terminer, je voudrais vous dire une chose que je ne savais pas moi-même, et que le juriste m'a dit, il fallait faire très attention, c'était les PIA, c'est le Privacy Impact Assessment, c'est l'analyse d'impact relative à la protection des données. Il y a actuellement des consultants qui contactent les médecins et qui leur proposent de faire cette analyse, alors qu'on n'en a pas besoin, nous, dans les cabinets médicaux. Et ça coûte une fortune. Donc il y a plein de consultants qui sont en train de se spécialiser, qui sont en train de devenir des DPO, et qui vont nous proposer des services dont on n'a pas besoin dans les cabinets libéraux. Peut-être que dans les établissements privés de santé, je suis un peu moins claire, il y aura besoin, mais pas pour nous. Nous, on n'a pas besoin du DPO, le consultant ou l'avocat. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'il m'en a parlé, il m'a dit qu'il commence à y avoir des soucis justement, et on terrorise, on appelle, alors je ne sais pas si ça fait partie de ces gens-là justement qui ont reçu des coups de fil, est-ce que c'est pas ces consultants ou ces juristes? Non. Je ne sais pas, c'est autre chose encore. Je ne sais plus comment elle s'appelait la boîte, mais elle ne se présentait pas du tout. Elle se présentait comme une boîte mandatée par la CNIL et même le Conseil de l'ordre des Gironde. Alors que la CNIL, on n'arrive même pas à la joindre, ils ont large, je veux dire, ils ont rajouté un cabinet médecin, donc soyez tranquillisés là-dessus. Le Conseil de l'ordre, il dit quoi? Le Conseil de l'ordre va éditer un guide à la fin du mois. Voilà. Il répond pas aux exigences du RGPD, hein, le Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre. Donc ça, c'est le premier. Alors vous allez sur le site de la CNIL, ils ont fait quelque chose de spécifique pour les professionnels de santé, mais faites bien attention, professionnels de santé en cabinet libéral, c'est simple, c'est HDS, RGPD, vous envoyez et après vous affichez dans votre salle, vous vérifiez que vous avez bien les clés, les ordinateurs, les 2-3 trucs à vérifier, et on est tranquille. Et l'assurance, moi je sais que mon assurance professionnelle me l'a proposé spontanément, parce que je crois qu'il y a aussi l'histoire de la télémédecine et autres, donc ça va rentrer là-dedans, donc c'est pour garantir, mais c'était surtout pour le piratage et l'annulation des données.